Bonjour à tous, je me présente Sabrina Amir et j'ai le plaisir de vous présenter Maëlys Durieux. Nous faisons toutes les deux parties de la société Invivox. Invivox, c'est une plateforme dédiée à la formation médicale des professionnels de santé. Je suis directrice du département Content de la société et Maëlys est Data Manager. Et nous allons vous présenter comment nous avons intégré la data au sein du département Content afin d'optimiser nos performances, mais également répondre aux besoins des professionnels de santé en termes de formation de manière efficace. Alors, on fait un petit clin d'œil à House of Cards rapidement. Vous allez vous dire, c'est quoi le rapport entre House of Cards et une plateforme de formation médicale? C'était une inspiration dans notre travail. House of Cards, comme vous le savez peut-être, c'est le premier programme de Netflix qui est le produit d'analyse de Big Data. L'algorithme de Netflix avait prédit qu'en combinant 3 facteurs, une intrigue politique, Kevin Spacey en acteur principal et David Lynch en réalisateur, ce programme aurait une grande chance de fonctionner. Et ça a été un carton. Eh bien, nous, en tant que plateforme de formation médicale, on souhaite offrir cette même expérience d'apprentissage à nos professionnels de santé. On souhaite bien sûr répondre à leurs besoins et à leurs contraintes, mais également de leur proposer des formations qui leur plaisent. Et donc, analyser les datas de consommation, essayer de prédire peut-être en avance pour répondre à nos users de quelle manière une formation pourrait leur plaire, c'est une inspiration pour nous. Donc, on va vous présenter, comme je vous le disais, comment on a mis en place la data au sein du département Content et surtout, on va faire un focus sur un projet. C'est comment on a mis en place un scoring, un coefficient d'effectivité pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'est un bon contenu et qu'est-ce qui est un contenu qui fonctionne moins bien. Dans un premier temps, comme vous ne connaissez pas, on va se présenter, on va expliquer le contexte de la formation médicale en France et comment fonctionne la plateforme, nos enjeux qui nous ont guidés vers ce projet. Alors, contexte de la formation médicale en France et même à l'étranger d'une certaine manière. On parle de formation médicale continue, hein, donc ce sont des professionnels qui sont déjà diplômés. La formation médicale, je vais vous donner 2 chiffres. Les connaissances médicales évoluent d'une manière exponentielle. En 1980, les connaissances médicales doublaient tous les 7 ans. En 2020, c'était tous les 73 jours. Donc d'un côté, vous avez une augmentation fulgurante des connaissances médicales, et les professionnels de santé doivent se former de manière permanente pour éviter les erreurs médicales et permettre de garder une sécurité pour les patients et de ne pas perdre confiance en leur pratique. Donc vous avez cette augmentation exponentielle de la connaissance médicale et de l'autre côté, vous avez, un peu comme d'ailleurs en a parlé légèrement le collègue juste avant, des professionnels de santé débordés qui n'ont plus le temps de se former comme avant. Et une offre de santé, de formation qui n'est pas adaptée à leurs contraintes. C'est là que Invivox intervient, notre mission étant de faciliter la mise à jour permanente de la formation. Vous avez bien compris qu'on ne peut plus se permettre comme avant de partir 2 jours se former, une fois par an, mais aujourd'hui on a besoin de se former au quotidien. On exige des professionnels de santé de la polyvalence, et notamment dans les déserts médicaux. Et donc, nous, c'est ce qu'on leur propose en tant que plateforme. Pardon. En tant que plateforme, il faut voir qu'on est comme un Airbnb de la santé. Okay, ce n'est pas nous qui proposons les programmes de formation. On fait appel à des pourvoyeurs, des créateurs de contenu qui vont publier sur la plateforme leur contenu. Excusez-moi. Ces pourvoyeurs, créateurs de contenu, ont pour objectif de diffuser leur contenu le plus largement possible aux professionnels de santé. Il s'agit d'industriels de la santé ou de la pharma, mais également d'hôpitaux cliniques, de sociétés savantes, d'organismes de formation, également des professionnels de santé qui sont contributeurs. De l'autre côté de la plateforme, vous avez des professionnels de santé qui sont consommateurs de contenu et qui viennent se former pour mettre à jour leurs connaissances et leurs pratiques. Donc professionnels médicaux
et paramédicaux. Ici, un exemple de comment fonctionne la plateforme. Pardon. Nous avons ici une institution qui est un de nos pourvoyeurs de santé, qui est l'Académie nationale de chirurgie. Donc, l'Académie nationale de chirurgie est pourvoyeur de formation. Il va venir sur notre logiciel de back-office, publier sa formation et héberger son contenu. Côté utilisateur, l'utilisateur va avoir accès au catalogue de formation de l'Académie nationale de chirurgie. Il clique sur la formation qui l'intéresse et là, vous avez la training page qui va s'ouvrir, pardon, avec tous les détails de la formation, la durée, les objectifs pédagogiques, les descriptions de la formation, le prix, etc. Si la formation l'intéresse, il clique pour s'inscrire et il va retrouver sa formation, toutes les informations de la formation sur son dashboard ici. Et puis cliquer quand il veut pour se former et revenir. Une fois que la formation est terminée, il va recevoir une demande d'évaluation et va laisser un avis et des commentaires sur la plateforme. InVivox, c'est 5000 contenus, 350 000 professionnels de santé dans notre communauté. En 2023, 120 000 inscriptions et un trafic moyen mensuel de 150 000 visiteurs. Donc, merci Sabrina pour cette contextualisation. Donc, vous l'aurez compris, notre activité génère énormément de données et pour optimiser nos performances, il est nécessaire de les utiliser. C'est le constat de la direction début 2022 qui prend conscience de l'importance de la data à InVivox. Or, le CTO de l'époque n'a pas de temps à consacrer à ces sujets et la direction fait le choix de faire appel à un CDO externe. C'est ainsi que commence le partenariat avec Optway. Ce partenariat donc débute par un état des lieux général de toute la data à InVivox et se poursuit rapidement par la mise en place d'une roadmap data. Pour mettre en place cette roadmap, comme il n'y a pas d'équipe en interne d'équipe data, on fait appel à des prestataires externes et notamment pour tout ce qui est data engineering avec la mise en place d'un ETL en Talend. Donc tout ceci mène à la création d'un data catalogue et à la standardisation et au partage d'un premier rapport de données dans toute la société. Les équipes sont ravies et en redemandent et c'est dans ce contexte de besoin croissant en data que j'arrive chez InVivox. Donc moi, je suis motivée par un poste très transverse, avec à la fois du data engineering, mais aussi de l'industrialisation avec le déploiement de data products et une forte collaboration avec les équipes en interne. Donc on va rentrer maintenant un peu plus dans les détails techniques. Et je vais vous présenter rapidement notre chaîne de données comme on l'a construite. Donc InVivox, que ce soit la plateforme ou le fonctionnement des équipes en interne, se base sur 5 bases de données principales qui, pour être analysées correctement, ont été regroupées dans un data warehouse par différents moyens. Donc un ETL en Talend qui maintenant est transformé en Python, des ETL d'appoint en Zapier, et quelques scripts, notamment pour enrichir nos données avec de l'open data, qui est très riche en santé. Donc, une fois que ce data warehouse a été construit, on a pu, grâce à un logiciel de BI, donc Metabase, mettre à disposition des équipes des données et les autonomiser vis-à-vis de cette donnée. Pour toujours garder augmenter le ROI, il a fallu collaborer grandement avec les équipes pour leur mettre à disposition les bonnes données qu'ils allaient utiliser. Donc c'est cette collaboration qu'on va vous présenter par la suite avec Sabrina. Merci. Alors, l'enjeu du département Content, qui, à l'image du département Data, a également, dans la forme qu'il a actuellement, une existence depuis fin 2022, c'était l'approvisionnement de la plateforme en contenu effectif. On va développer après ce qu'est le contenu effectif, puisque c'est le sujet de cette présentation. Donc, en termes de département Content, on a comme responsabilité d'identifier les besoins des PDS en tenant compte de leurs particularités, de leur spécialité médicale
et de la particularité du contexte de la formation en santé de manière générale. C'est un écosystème très particulier. Quelle thématique, quel format, quelle durée, en fonction de quel service. Définir la stratégie d'approvisionnement contenu de la plateforme, donc veiller à ce qu'il y ait toujours des contenus de manière récurrente et puis qu'ils soient toujours à jour. Inventorier et suivre le cycle de vie des contenus. Et enfin, analyser l'effectivité des contenus et proposer des améliorations. D'un côté de la plateforme, vous avez le professionnel de santé qui va venir se former. Nous, notre travail, c'est de monitorer, analyser cette activité, définir analyser et puis en sortir des insights pour nourrir et accompagner le pourvoyeur et créer un cercle vertueux de cette manière-là. Donc notre problématique, quand on a commencé ce projet, donc on partait vraiment de zéro d'un point de vue data. La première des problématiques, c'est qu'on ne pouvait pas monitorer de manière autonome. Les datas étaient vraiment dispatchées dans différents endroits, comme vous l'a expliqué Maëlys, et on était obligé d'aller demander à chaque fois à avoir une requête pour avoir l'information. Donc le premier travail, ça a été de vraiment avoir ce monitorage-là de manière autonome. Deuxième chose, à la différence dans Netflix ou dans Spotify, nous avons X formats de formation différents. On n'a pas que de la vidéo, on n'a pas que du MP3, mais on a des formats présentiels, des formats distanciels, du webinar, du e-learning, etc. Et donc, il fallait trouver une manière quand même de mesurer l'effectivité d'un contenu en tenant compte de toutes ces différences. On a également X segments du user. Les besoins des professionnels, comme vous devez vous en douter, une infirmière n'a pas les mêmes besoins de formation, une infirmière en bloc, qu'une infirmière libérale, qu'un chirurgien ou qu'un médecin qui a besoin d'être généraliste, qui a besoin d'être polyvalent. La troisième chose, et pas la moindre, c'est qu'il n'y a pas de référentiel dans la littérature sur qu'est-ce qu'un bon et qu'est-ce qu'un mauvais contenu. À partir de combien de visites le contenu est attractif. À partir de quel temps de consommation on estime que la personne elle est satisfaite. Donc il a fallu qu'on crée nos propres règles et nos algorithmes dans notre propre écosystème. Et voilà la méthode qu'on a utilisée pour procéder. Donc dans ce cadre avec des problématiques très vastes et tout à construire, pour éviter de perdre du temps, toujours dans un contexte où je suis toute seule quasiment à la data, on a choisi de procéder avec une méthodologie en plan do, check, act, et notamment avec une première phase de définition claire des objectifs de chaque département et en particulier du département content, et d'y associer des besoins en data, mais toujours en prenant en compte les objectifs. Donc ensuite, bien sûr, il a fallu créer et débugger les outils. Ensuite, recéter et créer des process pour optimiser le travail des équipes, même dans leur utilisation de la data. Et ce qui a conduit à une autonomisation par l'utilisation des outils créés. Voilà la cartographie un petit peu des besoins et objectifs qui est sorti de ce travail préalable du plan. Donc on a séparé les besoins en données et en outils en deux grandes catégories. Une catégorie plus centrée utilisateur et une catégorie centrée sur les contenus. On a également séparé encore en sous-catégories, donc une première partie de monitoring, donc qui concerne des données quasi brutes et très faciles d'utilisation. Donc, par exemple, côté utilisateur, ça va nous permettre de suivre la répartition des professionnels de santé par segment. Et côté contenu, également de suivre la répartition, mais aussi le cycle de vie des contenus. Ensuite, on a une deuxième sous-catégorie d'outils, c'est les insights. Donc ça va être des données plus sensibles qui vont nécessiter une connaissance préalable de la plateforme et des comportements pour éviter des biais d'analyse. Voilà, des biais. Donc, notamment, ça va nous permettre d'identifier les préférences par type d'utilisateur ou par segment. Et, côté contenu, d'identifier les caractéristiques des bons contenus.
Donc c'est sur cette dernière partie-là qu'on va se focaliser dans la suite et qu'on va présenter avec un peu plus de détails. Donc pour réussir à trouver les caractéristiques qui font d'un contenu un bon contenu, la première question c'est qu'est-ce qu'un bon contenu, qu'est-ce qu'un contenu qui fonctionne dans notre écosystème. Donc on a créé 4 coefficients qui suivent un petit peu toute la vie du contenu. Donc tout d'abord la visibilité, est-ce que je visite le contenu, ou la page contenu. Donc pour ça on s'est basé sur le nombre de visites sur les pages contenues, mais toujours en regard des performances des autres contenus de notre plateforme. Parce que si on s'était basé sur les statistiques par exemple de Netflix, ça n'aurait pas été très discriminant pour nos contenus. Ensuite, une fois que j'ai visité la page du contenu, la prochaine étape, c'est est-ce que je m'y inscris, donc l'attractivité. Pour ça, on a pris en compte le taux de conversion, en pondérant également en fonction du type de contenu, parce qu'on a du contenu à la demande gratuit et à côté des formations en présentiel payantes, donc pour lesquelles les taux de conversion considérés comme bons ne seront pas du tout les mêmes. Et on a pris également en compte le budget promotionnel, parce que si on vous dit qu'un contenu va être super et que tous vos pairs s'y inscrivent, ça vous biaise forcément. Ensuite, la troisième étape, c'est une fois que je suis inscrite, est-ce que je consomme le contenu? Donc pour ça, on a pris en compte le taux de complétion ou d'ouverture selon les données disponibles. Et on a également rajouté la moyenne des évaluations comme critère parce que c'était largement pris en compte dans la littérature dans des problèmes un petit peu similaires. Donc une fois que ce moteur de règles a été créé, il a fallu bien évidemment le mettre en œuvre et donc pour ça, une première étape, ça a été d'enrichir notre data warehouse avec les données manquantes, donc notamment les données sur les campagnes publicitaires. Ensuite, il a fallu le calculer, puis le mettre à disposition des équipes pour une utilisation via un dashboard Metabase. Une étape très importante dans ce processus a été ce qui correspondrait au check ou au recettage. Ça a été d'étalonner les coefficients grâce à des données connues par les métiers. Donc en fait, ce qui a été fait, c'est que les équipes du département Content ont sélectionné des contenus qu'ils connaissaient pour vérifier que ce qu'ils en connaissaient, donc c'est-à-dire s'ils considéraient qu'ils avaient bien ou mal marché, correspondait au calcul des coefficients qui avaient été faits grâce au moteur de règles. Donc cette mise à disposition a permis deux types d'actions. Des actions dites curatives, donc après la publication, et des actions préventives. Donc voici une partie du dashboard qui a résulté de ce projet. Donc ce dashboard permet d'avoir une vision globale des performances de la plateforme et également, grâce à des filtres multiples et précis, d'avoir accès aux performances d'une formation dans notre écosystème. Donc pour ce qui est des actions curatives, on va pouvoir par exemple sélectionner tous les contenus ayant une visibilité faible et une bonne attractivité, donc qui correspondent à des contenus qui nous semblent bien marcher a priori, mais dont on ne peut pas dire grand-chose parce qu'ils n'ont pas été beaucoup vus, donc il n'y a pas eu beaucoup d'inscriptions non plus. Donc dans ces cas-là, on va pouvoir, par exemple, ajouter la formation dans une campagne publicitaire pour essayer de corriger la visibilité. À l'inverse, si la visibilité est bonne, mais l'attractivité est faible, dans ce cas, on va plus s'intéresser à la description, en fait, à la page contenu en elle-même. Donc ça peut être la description qui ne correspond pas du tout à la cible ou le titre qui ne correspond pas tout simplement au contenu et donc on va pouvoir changer quelque chose. Enfin, si la visibilité est bonne et l'attractivité aussi, mais que la consommation est faible, alors là on va s'intéresser plutôt au contenu en lui-même et donc vérifier que le format ou la durée n'est pas trop long, par exemple. Donc tout ça, c'était des actions curatives
après la publication. Ensuite, une deuxième partie, une partie plus intéressante, ça va être des actions préventives. Et donc, on va essayer de s'intéresser tout d'abord aux corrélations et aux causalités qui font d'un contenu un bon contenu. Donc ça, c'est au stade de test. Donc, pour commencer un petit peu cette étude, j'ai fait des graphes en coordonnées parallèles avec différents paramètres. Donc ici, c'est le prix. Et une matrice de corrélation pour essayer de ressortir rapidement des paramètres influents. Ensuite, j'ai tenté de faire un arbre de décision également, qui, toujours par son côté explicable, nous permettrait d'identifier des chemins de paramètres qui expliqueraient pourquoi un contenu a bien fonctionné ou mal fonctionné. Donc ce projet ouvre beaucoup de perspectives et on est encore à ses débuts. Donc une première perspective concerne l'enrichissement des données. Notamment, nos données de consommation n'étaient pas toujours très fiables et donc on a essayé de les rendre plus robustes grâce à des évolutions techniques de la plateforme. Ensuite, on va pouvoir ajouter des tags descriptifs sur les contenus pour connaître un peu mieux les thématiques et donc le contenu en lui-même. Et donc tout ça, on espère, va permettre d'améliorer les performances de la plateforme en comprenant les causalités et en allant même, donc, comme House of Cards, à prédire et nous donner des recommandations lors de la création d'une formation. Et enfin, le Graal pour Invivox, ce serait de pouvoir suggérer les bons contenus aux bons professionnels de santé. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Sabrina et Maëlys. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Sinon, moi, je vais me lancer. Oh, très bien. Donc, vous avez bien décrit toute la génération des données et vos analyses. Comment est-ce que c'est reçu par vos fournisseurs de formation? Est-ce qu'ils sont demandeurs à en avoir plus? Oui, tout à fait. Ils apprécient cet accompagnement parce que certains sont des professionnels de la formation, typiquement comme des organismes de formation, mais qui sont sur des formats longs. En revanche, ceux dont ce n'est pas le métier de départ, pour lequel la pédagogie n'est pas le métier de départ, typiquement les industriels de la santé, apprécient beaucoup ces expertises et ces conseils. Ils veulent s'adresser à une cible, mais ils ne savent pas trop quel format adopter, quelle durée correspond par rapport aux contraintes, quelle thématique, voilà, par rapport également à tout ce qu'il y a d'autre sur la plateforme. Et ils apprécient de pouvoir aussi avoir un comparatif à chaque fois, se dire ok, donc est-ce que c'est normal qu'il y ait eu tant d'inscrits par rapport à d'autres, c'est quoi le meilleur horaire pour organiser un webinar, etc. etc. Donc ce sont des données qui sont très importantes pour eux. Bonjour. J'aurais une question plus technique et méthodologique, on va dire. J'étais curieux de savoir c'était quoi votre entrepôt de données corpo et par exemple le Talend, il avait été bien dégagé du coup pour du Python. Talend, l'ETL en gros. Oui, non, alors non, voilà, donc ok, ça marche. Je recomplète. J'étais curieux donc de vous avez quoi comme entrepôt de données en gros, c'est quoi la base de données qui est sous-jacente pour faire de l'analytique et sinon, un autre commentaire autour de ça, côté DataOps, FinOps, vous en êtes rendu où? Parce que oui, c'est sûr que DataOps, c'est le PDCA appliqué à la data, là, mais j'étais curieux d'en savoir un peu plus là-dessus. Alors du coup, donc, en base de données, on utilise uniquement du MySQL. Alors non. Pardon. Pour l'analytics, on utilise Piano avec des bases BigQuery. Voilà.
Et ensuite, oui, donc l'ETL en Talend a été remplacé. Parce que Talend est devenu payant. La version open source n'est plus maintenue. Donc, on l'a remplacé par un ETL en Python fait maison, entre guillemets. Voilà. J'ai répondu. Merci pour votre présentation. Lorsque vous avez débuté ce travail, est-ce que vous avez travaillé aussi en collaboration avec l'équipe marketing, peut-être qui existe chez Invivox? Et est-ce que cette équipe a été surprise peut-être par certains de vos résultats, ou alors pas du tout? Est-ce que ça entrait vraiment dans ce qu'ils avaient déjà appris de leur côté? Merci pour votre question. Oui, on travaille étroitement avec les équipes marketing. Déjà, elle travaille beaucoup sur Piano. Donc déjà, c'était pour pouvoir voir comment on pouvait récupérer les données. Oui, les apprentissages, ces insights changent. Les comportements des professionnels de santé changent. Aujourd'hui, je suis infirmier au service des urgences. Demain, je passe libéral à la campagne. Je suis pourtant la même personne. À 3 mois après, j'ai plus du tout les mêmes besoins. Donc, ou même de manière régionale. Donc oui, c'est un travail qui leur sert énormément, notamment pour le choix entre autres des canaux d'acquisition. Bien choisir également les contenus qu'on va mettre dans des carousels de thématiques, par exemple. Quel intervenant fonctionne mieux que l'autre, donc on va peut-être mettre un peu plus en avant. Donc oui, c'est une collaboration quotidienne. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Bonjour. En schématisant très, très largement, je comprends que vous étiez vraiment une entreprise de service et que vous commencez un peu à basculer dans le conseil, en fait, parce que vous commencez, comme vous avez pu le dire, à donner des conseils aux clients, à l'aider. Est-ce que vous considérez que vous êtes en train de devenir une entreprise de conseil, vous, personnellement? Et est-ce que ce conseil que vous donnez aux clients, vous le facturez aujourd'hui ou c'est un bonus? Si vous prenez notre solution, vous aurez notre expertise un peu en plus. Alors, on est une entreprise, on a une plateforme d'abord, donc c'est vraiment la partie technique, mais le service, il y a également des services en plus, donc la promotion, la création de contenu, mais tout le monde ne passe pas par nous pour le créer. Et ces conseils, ça fait partie de l'accompagnement côté pourvoyeur. Voilà, donc certains, ça dépend du niveau d'information. Il y a du reporting qui est déjà prévu dans l'abonnement que va payer le pourvoyeur. Et les insights, ça, c'est quelque chose qui se rajoute après. Et ce qu'on prépare, nous, c'est vraiment le fait que la plateforme le fasse automatiquement. Donc les next steps, c'est vraiment peut-être aussi d'injecter de l'IA et de voir comment la plateforme peut faire ce travail-là en prédiction. Est-ce qu'il y a une question? Oui, j'ai 2 questions. J'ai une question. Dans cette recherche de causalité, est-ce que vous posez directement les questions aux inscrits au lieu d'avoir uniquement les scores de ce qu'ils ont apprécié, pas apprécié? Et si oui, comment vous les exploitez? Alors déjà, vous avez à la fin de chaque contenu, alors c'est pas 100% malheureusement, ça c'est le tout pour les plateformes, à chaque fois que vous avez terminé, vous évaluez la formation de pas mal de critères. Donc déjà, le user, le professionnel de santé va évaluer déjà ces éléments de cette manière-là. Excusez-moi, j'ai perdu la question entre-temps, je me suis perdue dans ma réponse. Ah oui, et le département Content, justement, va mettre en place aussi, on est au quotidien en contact avec les professionnels de santé
pour bien comprendre. On a bien sûr des études qualitatives qui se mettent en place à côté, de la user research. On est tout le temps au quotidien on travaille notamment avec beaucoup de contributeurs qui sont des professionnels de santé, qui partagent avec d'autres professionnels de santé. Donc oui, on les interroge beaucoup. En plus de la data. La data n'est pas le seul facteur qui nous permet de comprendre tout ça. L'humain est bien trop compliqué. Merci beaucoup. Avant de vous remercier et applaudir encore, est-ce que votre site est certifié ou a une charte, parce que vous êtes pourvoyeur de formation médicale, comme OnCode, des choses comme ça? Ah, ben... Oui, vous savez, il y a des labels qui sont apposés aux sites comme le vôtre, en fait. OnCode, c'est un des labels qui est connu. Bon. D'accord, bon. C'est juste comme ça. Merci beaucoup en tout cas, c'est très intéressant.